Aïcha et Aminata. Tout le monde les connaissait, pas seulement dans leur quartier, mais bien au-delà. Dans les rues ensoleillées de leur petite ville sénégalaise, on parlait d'Aïcha et d'Aminata comme d'un mythe, une légende vivante de l'amitié. Depuis le jour où elles s'étaient rencontrées en classe de CP, elles ne s'étaient plus jamais quittées. À l'époque, Aïcha avait prêté un stylo à Aminata sans même qu'elle le demande. Ce simple geste avait suffi. Le lien était né. « Vous deux, on dirait des sœurs collées à la glu », plaisantait souvent Monsieur Fiacre, leur ancien instituteur. Et c'était vrai, elles étaient toujours ensemble. À l'école, à la mosquée, au terrain de jeu, au cours de soutien. Aïcha et Aminata. Aminata et Aïcha. Un binôme indissociable. Aïcha, une jeune femme à la peau douce comme le karité, le sourire éclatant qui illuminait son visage rond et les yeux pétillants de bienveillance, avait ce qu'on appelle une âme douce. Toujours souriante, toujours prête à aider, à consoler, à encourager. Une sorte de lumière tranquille. Elle était studieuse, calme, très attachée à sa foi et à ses principes. Aminata, avec sa démarche vive et ses boucles d'oreilles créoles scintillantes, s'était l'opposée sur bien des plans. Plus vive, un brin impulsive, parfois arrogante, Aminata, une jeune femme aux traits anguleux, aimait l'attention, les regards, les applaudissements. Mais derrière sa façade forte se cachait une enfant blessée par une famille difficile, un passé un peu lourd et des frustrations qu'elle ne confiait qu'à Aïcha. « T'inquiète pas, Chacha », disait souvent Aïcha en posant sa main délicate aux doigts fins sur l'épaule d'Aminata. « Je suis là, ok ? Je peux gérer tes tempêtes. » Et c'est ainsi que ça fonctionnait. Aïcha le calme, Aminata la tempête, et ensemble, un équilibre étrange, mais solide. Les années passèrent. Le primaire fit place au collège, puis au lycée, et enfin l'université. Elles choisirent des filières différentes, mais restèrent proches, très proches. Mais tout changea doucement, insidieusement, quand elles eurent 25 ans. Après les études, la vie professionnelle s'invita avec ses injustices, ses surprises, ses coups du sort. Aïcha, la jeune femme à la peau douce comme le karité, le sourire éclatant qui illuminait son visage rond et les yeux pétillants de bienveillance, grâce à ses stages bien placés et son sérieux constant, décrocha un emploi dans une grande entreprise internationale. Un vrai coup de chance, disaient certains. Du mérite, pensaient ceux qui la connaissaient. Elle commença à voyager. Genève, Londres, New York, Paris, même Abidjan. « Chacha, regarde, je t'ai ramené un foulard de Rome. Tu as vu les couleurs? C'est toi tout craché. »« Merci, » répondait Aminata, une jeune femme aux traits anguleux, avec un sourire forcé. « Toi, tu vis la vie de rêve, hein? Moi, je rame juste pour avoir un stage. » Et c'était vrai, Aminata galérait. Ses candidatures restaient sans réponse. Ses entretiens se terminaient souvent par un silence radio. Son téléphone ne sonnait que pour les relances automatiques de Pôle emploi. Elle ne le disait pas, mais elle souffrait. Aïcha, la jeune femme à la peau douce, comme le karité, le sourire éclatant qui illuminait son visage rond et les yeux pétillants de bienveillance, elle le sentait. Alors elle faisait tout pour que son succès ne devienne jamais une gêne. Elle n'affichait pas ses voyages sur les réseaux sociaux, elle parlait rarement de son travail, elle lui envoyait de l'argent discrètement, elle l'invitait souvent « Viens, on sort ce soir, c'est moi qui paie, tu as besoin de te changer les idées. » Mais plus Aïcha brillait, plus Aminata, la jeune femme aux traits anguleux, avec un sourire forcé, se renfermait. Et un jour, tout bascula. La jalousie d'Aminata, déjà bien enracinée, prit une tournure plus sombre lorsque l'amour entra dans l'équation. Aïcha, un soir, au détour d'un dîner simple entre amis, les yeux brillants et le cœur léger, lui annonça la nouvelle. « Chacha, je crois que j'ai rencontré quelqu'un de bien, vraiment bien. Tu vas l'adorer. Il est doux, drôle, intelligent, et il m'écoute comme personne ne l'a jamais fait. » Aminata força un sourire tout en sentant une brûlure lui monter au fond de la gorge. « Tu le connais depuis quand ?» demanda-t-elle, la voix tremblante malgré elle. « 3 mois, mais j'ai l'impression qu'il est entré dans ma vie depuis toujours. » Le pire, c'était que tout cela semblait vrai. L'homme en question, Mamadou, un homme grand et élégant, au sourire franc et aux yeux rieurs, était d'une intention rare. Cadeaux spontanés, messages doux chaque matin, vacances surprises. Il appelait Aïcha « mon étoile du matin ». Il la traitait comme une reine. Et pendant ce temps, Aminata, la jeune femme aux traits anguleux, avec un sourire forcé, n'avait que des rendez-vous ratés, des hommes immatures ou malhonnêtes. L'un l'avait ghosté après 3 semaines. Un autre lui avait emprunté de l'argent sans jamais le rendre. À chaque nouvelle déception, elle envoyait à Aïcha « encore un idiot de plus ». Aïcha compatissait sincèrement. « Tu mérites tellement mieux, Chacha.
Ton tour viendra, j'en suis sûr. Mais ces mots, aussi sincères fussent-ils, devenaient insupportables. Plus Aïcha avançait dans la vie, plus Aminata, la jeune femme au trait anguleux, avait l'impression de reculer, comme si l'univers lui en voulait personnellement. Un soir d'orage, désespérée, lessivée émotionnellement, Aminata prit une décision étrange, presque irréelle. Elle prit un taxi et demanda au chauffeur d'une voix fatiguée « Amenez-moi chez le vieux Gora, le marabout, celui dont on dit qu'il voit loin. » Elle n'avait jamais cru à ces choses, mais ce soir-là, elle n'avait plus rien à perdre. La hutte du marabout, le vieux Gora, un homme aux rides profondes comme les chemins de la sagesse, avec une barbe blanche et des yeux perçants, était caché dans une ruelle à la sortie de la ville. L'air y était lourd, l'ambiance épaisse. Des pots séchés pendaient au mur, des statuettes, des poudres, des calebasses remplies d'objets mystérieux formaient un décor irréel. Le vieux Gora la regarda entrer. « Ah, tu viens chercher ce que tu penses mériter. Mais es-tu prête à entendre la vérité ?» Elle hocha la tête. Il se leva, s'approcha d'un petit feu et jeta une poignée de poudre noire. La fumée monta en volutes étranges. Il ferma les yeux, chanta quelques paroles en langue ancienne, puis soudain il ouvrit les yeux et dit, d'une voix grave, « Il n'y a rien pour toi. Rien. Ni aujourd'hui, ni sur 10 ans. Ton étoile est éteinte, ma fille. Je vois la pauvreté, la malchance, la maladie, la misère, la précarité. » Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Aminata. « Mais pourquoi moi ?» sanglota-t-elle. Le vieux Gora ajouta calmement, « Cependant, à côté de toi brille une lumière immense, une étoile puissante. Elle t'éclaire depuis longtemps. » Aminata releva les yeux, les larmes ruisselant sur ses joues. « Aïcha, oui, ton amie. Son chemin est pavé de gloire, d'amour, de réussite. Son destin écrit en lettres d'or sur les 10 prochaines années. Mais après... » Il fit une pause. « Je peux inverser les destins, juste une fois, car vous êtes liés depuis l'enfance. Il suffirait que tu acceptes, que tu prennes ce qui ne t'est pas destiné. » Le silence s'installa. Aminata serra les poings. « Non, je ne peux pas lui faire ça. Elle ne mérite pas ça. » Elle se leva précipitamment, sans demander son reste, et rentra chez elle, tremblante, confuse. Mais ce même soir, comme pour mettre son courage à l'épreuve, Aïcha lui envoya un message vocal, rayonnante. « Chacha, devine quoi? Mamadou m'a offert une voiture, une belle Kia toute neuve. Je suis trop heureuse. Il dit que c'est pour m'encourager à aller plus loin encore. Je t'emmène faire un tour demain. » Aminata écouta le message une fois, puis 2, puis 3. Ses mains tremblaient. Une voiture, un homme aimant, une carrière, des voyages, l'amour de tous. C'était trop, beaucoup trop. Elle ne dormit pas de la nuit. Au matin, le soleil pénétrait à percer à travers la brume quand elle retourna voir le vieux Gora. Son visage était figé, ses yeux cernés. « Je suis prête, » dit-elle d'une voix lasse, prête à inverser le destin. Le marabout, le vieux Gora, un homme aux rides profondes comme les chemins de la sagesse, assis dans l'ombre épaisse de sa hutte, tendit lentement un objet enveloppé dans un tissu noir à motif rouge. Son regard était dur, profond, presque inhumain. « Sache une chose, Aminata, » dit-il d'une voix grave et rocailleuse, « et retiens-la bien. Ce sort est sans retour. Une fois accompli, rien ne pourra être inversé. Ni toi, ni moi, ni même les ancêtres ne pourront briser ce lien. Ce sera ton nouveau destin. Le sien aussi. » Aminata hocha la tête. Elle avait entendu, elle avait compris, et pourtant une part d'elle refusait d'écouter cette dernière mise en garde. Le marabout, le vieux Gora, déroula le tissu, révélant un petit miroir ancien, ovale, serti d'un cadre en argent terni. Mais ce n'était pas un miroir ordinaire. Lorsqu'il le tint entre ses mains et murmura quelques incantations dans une langue oubliée, la surface du verre se mit à frémir comme une eau troublée. « Ce miroir est la clé. Il porte le sortilège. Une seule condition. Elle doit être seule à regarder son reflet. Tu me ramènes le miroir après ça. » Aminata prit l'objet avec précaution, comme si elle portait une bombe prête à exploser. Elle repartit l'esprit en ébullition, son cœur tambourinant dans sa poitrine.
Elle se demandait quand et comment elle pourrait lui remettre cet objet maudit. Mais le destin, cruel et ironique, se chargea lui-même de créer l'opportunité. Une semaine après, alors qu'Aminata tentait d'oublier ce qu'elle s'apprêtait à faire, un message inattendu arriva sur son téléphone. Un numéro inconnu. « Bonjour, c'est Mamadou, le copain d'Aïcha. J'ai eu ton numéro par elle. Je voudrais te parler d'un projet très spécial. » Intriguée, elle accepta l'appel. « Je veux lui faire une demande en mariage surprise », confia Mamadou, enthousiaste. « Et qui mieux que toi pour m'aider à organiser tout ça? Tu es sa meilleure amie, sa sœur de cœur. Je te fais entièrement confiance. » Aminata resta muette quelques secondes. Le hasard, ou plutôt le destin, venait de lui tendre le miroir parfait, au sens propre comme au figuré. « Bien sûr, je suis honoré. Compte sur moi. » Elle raccrocha, les mains moites, le souffle court. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. « Ce monde est bien étrange, » pensa-t-elle. Elle organisa tout, la décoration, la salle, le traiteur, la musique. Elle courait partout, simulant l'excitation, jouant parfaitement son rôle. Autour d'elle, les gens disaient « Elle est formidable, cette Aminata. Quelle chance à Aïcha de la voir !» La veille de la fête, elle emballa soigneusement le miroir dans une boîte élégante avec un ruban rose pastel. Elle ajouta une carte. « À ma sœur de cœur, que ton reflet t'accompagne toujours dans la lumière. Chacha. » Et le lendemain, après l'émotion de la fête, les larmes d'Aïcha, la demande en mariage spectaculaire de Mamadou devant une cinquantaine d'invités, vint le moment d'ouvrir les cadeaux. Aïcha, rayonnante, rayeuse, débordante de bonheur, déballa celui d'Aminata, avec un large sourire. « Oh, un miroir! Il est magnifique !» Elle s'y regarda brièvement. « J'adore! Merci! Macha, Frochet, toujours pleine de goût !» Aminata se força à sourire. « Tu mérites ce qu'il y a de plus beau !» souffla-t-elle, la gorge serrée. Le miroir avait fait son œuvre. Le lendemain, prétextant vouloir revoir les photos de la cérémonie, Aminata vint chez Aïcha. Elle la fit rire, parler de Mamadou, de la bague, du voyage de noces à venir, et pendant qu'Aïcha préparait du thé dans la cuisine, Aminata saisit discrètement le miroir dans le tiroir de la commode et le glissa dans son sac. Aucune hésitation cette fois, plus de doute, plus de remords. Elle était allée trop loin pour reculer. Le soir venu, Aminata retourna chez le marabout, le vieux Gora. L'air était plus lourd que jamais, le ciel était noir d'encre, il la vit entrer sans amour. Elle lui tendit le miroir, il le prit, le leva face au feu, chanta des mots étranges. Le miroir se fissura doucement en son centre, émettant une lueur bleuâtre. « C'est fait », murmura le vieux Gora. « À partir de cette nuit, c'est toi qui porteras son étoile. » Aminata quitta la hutte dans un silence de plomb, le cœur soudainement soulagé. Un vent doux se leva, la lune perça les nuages. Elle marcha longtemps dans la nuit, un étrange sourire aux lèvres. L'effet du miroir se fit d'abord discret, presque imperceptible, comme un poison lent. Une semaine après la fête, les premières sépissures apparurent dans le couple d'Aïcha et Mamadou. Une simple discussion sur la décoration de leur futur appartement tourna à la dispute. Mamadou, d'habitude calme, explosa soudain. « Tu dramatises pour rien, Aïcha. Tu sais quoi, ta copine Aminata ne se serait jamais comportée ainsi. Elle, au moins, elle est équilibrée, posée. » Aïcha resta affligée. Ce n'était pas tant la remarque que le ton froid, cinglant, étranger. C'était comme si Mamadou n'était plus tout à fait lui-même. Au fil des jours, ces comparaisons incessantes avec Aminata devinrent une habitude. Il l'évoquait à tout bout de champ, la glorifiant, l'érigeant en modèle. Puis, sans prévenir, il arrêta de répondre aux messages d'Aïcha. Ses appels restaient sans suite. Elle pleurait, s'inquiétait, suppliait en vain. 2 semaines après leur fête de fiançailles, Mamadou annula tout. « J'ai fait une erreur. Ce n'est pas toi. Je croyais que tu étais la bonne, mais je me suis trompé. » Il reprit même la voiture qu'il lui avait offerte et l'offrit à Aminata. Aïcha, dévastée, se tourna naturellement vers sa confidente, sa sœur de cœur, Aminata. Au téléphone, Aminata écoutait ses sanglots. « Ma chérie, je suis là. Peut-être que c'est une phase, donne-lui du temps. » Mais derrière ces paroles douces se cachait une jouissance muette, un plaisir malsain nourri par le miroir et ses effets. Les semaines suivantes, la chute s'accéléra.
Au travail, une faute grave fut découverte sur un dossier important. L'erreur ne venait pas d'Aïcha, mais c'est elle qu'on accusa. Son licenciement fut brutal. Sans revenu, sans stabilité, elle sombra lentement dans la dépression. Son corps affaibli par le stress et l'anxiété lâcha. Elle fit un AVC sévère. Elle faillit y rester. Elle resta des semaines alitée, sous surveillance médicale. Les médecins étaient pessimistes, sa famille pleurait. Elle-même, dans ses rares moments de lucidité, se demandait si une malédiction ne s'était pas abattue sur elle. Pendant ce temps, Aminata brillait. Elle venait d'être embauchée par une entreprise internationale. Elle voyageait à Dubaï, à Abidjan, à Nairobi. Son salaire était 3 fois supérieur à celui qu'elle avait jadis. Elle postait sur les réseaux sociaux des photos d'hôtels luxueux, de cocktails en terrasse. La vie lui souriait. Un jour, elle rendit une brève visite à Aïcha à l'hôpital. Elle apporta quelques fruits et un bouquet. « Tu vas t'en sortir, ma belle, garde espoir. Je dois repartir vite, j'ai un vol ce soir. » Elle partit rapidement, sans laisser de traces, sans proposer de revenir. Une visite de pure formalité. Aïcha, elle, sortit de l'hôpital affaiblie, ruinée, brisée. Elle n'avait plus de quoi payer son loyer. Elle dut retourner vivre chez ses parents, Dame Fatou et Papa Lamine. Humiliation totale. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que 3 mois plus tard, Aminata s'installa chez Mamadou discrètement, sans rien dire à personne. Elle avait gagné. 8 mois passèrent. 8 mois d'ombre pour l'une, de lumière pour l'autre. Puis, un samedi matin, Petit Diallo, l'ancien ami d'enfance d'Aïcha, lui rendit visite chez ses parents. Il était mal à l'aise, évitait son regard. « Je passais dans le coin. Je voulais savoir si tu irais au mariage samedi prochain. »« Quel mariage ?» demanda Aïcha, surprise. « Celui d'Aminata. » Aïcha éclata de rire, un rire nerveux. « Impossible. Elle m'aurait prévenu. On se parle toujours, même si un peu moins souvent. Si elle se mariait, je serais la première invitée. » Petit Diallo insista. Peut-être qu'elle n'a pas osé, mais je t'assure, c'est samedi à la salle Les Orchidées. Si tu veux, je peux t'y amener. Tu verras de tes propres yeux que je ne mens pas. Aïcha sentit son sang se glacer, son cœur tambourinait. Elle saisit immédiatement son téléphone et appela Aminata. « Dis-moi, c'est vrai? Tu te maries samedi ?» Une courte pause, puis une voix douce, faussement étonnée. « Quoi? Mais pas du tout. Ce sont des rumeurs. Des gens veulent juste me salir. Et si jamais je devais me marier un jour, crois-moi, tu serais la première au courant. » Le mensonge était fluide, poli, froid. Aïcha ne répondit pas. Elle recrocha. Quelque chose en elle venait de se briser définitivement. Le jour du mariage arriva, dans une atmosphère de tension que seule Aïcha semblait percevoir. Le ciel était lourd, presque gris, comme si même les nuages hésitaient à sourire. Petit Diallo l'avait convaincue de ne pas rester seule ce jour-là. Elle avait longtemps hésité, mais il avait insisté avec une voix douce et fraternelle. « Aïcha, viens voir de tes propres yeux la vérité. Ta copine se marie. » Elle n'avait rien répondu, juste hoché la tête, les yeux vides. Ce matin-là, Aïcha s'était habillée simplement. Une longue robe beige qui glissait sur son corps, un foulard discret noué dans ses cheveux et un petit collier en perles, vestige d'un cadeau oublié. Ils arrivèrent au lieu du mariage, un immeuble moderne au cœur de la ville dont la salle de réception se trouvait au 2e étage. L'ascenseur était en panne, alors ils montèrent lentement les marches. Chaque pas d'Aïcha semblait plus lourd que le précédent. Arrivés devant la salle, des éclats de rire, des chants et des flashs de caméras fusaient à travers les portes ouvertes. « Tu es sûr ?» demanda Petit Diallo, sentant la nervosité dans sa respiration. « Oui, je ne veux juste voir, c'est tout », murmura Aïcha. Ils entrèrent. Les convives s'étaient tous levés, tournés vers la grande estrade décorée de fleurs blanches et dorées, où Aminata et Mamadou, main dans la main, rayonnaient. Mamadou portait un costume bleu nuit parfaitement taillé. Aminata, les yeux pétillants de bonheur. Il souriait, saluait les invités comme si rien d'autre n'existait. Aïcha s'arrêta net. Son cœur se serra brutalement. Elle sentit une douleur sourde naître dans sa poitrine, remonter jusqu'à sa gorge et l'étouffer. Elle essaya de reculer, mais ses jambes flanchèrent légèrement. Petit Diallo lui saisit le bras. « Aïcha, on s'en va si tu veux !» Mais elle secoua la tête, le regard figé sur les 2 personnes qu'elle avait aimées autrefois,
et qui aujourd'hui faisait comme si elle n'avait jamais existé. Puis soudain, Aminata tourna les yeux vers elle, croisa son regard un court instant, fugace, mais aucune émotion ne traversa son visage. Pas un signe, pas un mot. C'en était trop. Aïcha se retourna brusquement. Elle bouscula quelqu'un sans s'excuser. Petit Diallo l'appela. « Aïcha, attends !» Mais elle courait déjà, en larmes, dévalant les escaliers à vive allure malgré ses talons. Son pied glissa sur une marche, puis un autre, et dans un fracas glaçant, elle roula, marche après marche, son corps frappant les murs, les rebords, le sol. Un cri s'échappa des spectateurs, puis le silence. Elle était étendue là, inconsciente, les yeux mi-clos, la robe déchirée. Une fine trace de sang s'échappant de son front. Un serveur cria « À l'aide !» Petit Diallo, pris de panique, dévala les escaliers. « Appelez une ambulance, vite !» Mais là-haut, dans la salle, ni Aminata ni Mamadou ne bougèrent. La musique reprit, les rires revinrent. L'animateur, mal à l'aise, tenta de distraire la foule. « Un petit incident, mesdames et messieurs, mais la fête continue !» Aïcha fut emmenée en urgence à l'hôpital central. Les médecins furent clairs. Une lésion à la colonne vertébrale, 2 jambes inertes, un diagnostic de paralysie partielle. Elle avait aussi une fracture pelvienne légère, des contusions multiples et une commotion cérébrale. Quand elle se réveilla 3 jours plus tard, elle était incapable de bouger ses jambes. Son père, Papa Lamine, se tenait à son chevet, les larmes aux yeux. « Ma fille, tu es en vie grâce à Dieu, mais ils disent que tu ne pourras plus marcher. » Elle tourna lentement la tête. « Où est Aminata, Mamadou ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Son père, Papa Lamine, baissa les yeux. Ils n'ont pas appelé ni envoyé de message. Un silence glacial s'installa dans la chambre. À partir de ce jour, le monde d'Aïcha s'écroula définitivement. Elle refusa les visites, refusa de parler, refusa même de pleurer. Le regard vide, elle fixait le plafond chaque jour, chaque nuit. Des mois plus tard, elle fut ramenée à la maison familiale. Sa chambre fut aménagée pour accueillir son fauteuil roulant. Sa mère, Dame Fatou, l'aidait à se laver. Son petit frère la nourrissait parfois, mais son cœur, lui, restait muet. Les entreprises qu'elle avait sollicitées ne prenaient même pas la peine de lui répondre. Une directrice des ressources humaines lui dit un jour « Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas les aménagements nécessaires pour une personne dans votre condition. » Le coup était rude, encore un de plus. Les années passèrent. Aïcha s'effaçait lentement. Jusqu'à ce jour où, épuisée de son silence, elle se redressa seule sur son lit et dit à sa mère, Dame Fatou, « Je ne veux plus être un poids. Donne-moi une table, des sachets et quelques produits. Je vais vendre devant la maison. Même si je suis comme ça, je veux faire quelque chose. » Et c'est ainsi que 3 ans après sa chute, elle commença à se reconstruire, lentement, en silence, mais avec une force que personne n'aurait pu deviner. Le temps, ce vieux sculpteur silencieux, avait gravé des cicatrices dans l'âme d'Aïcha, mais il lui avait aussi offert lentement la douce patine de la résilience. Elle avait appris, 1 an après l'accident, par des rumeurs portées par quelques connaissances, que Mamadou et Aminata avaient quitté le pays peu après leur mariage. On murmurait qu'ils vivaient désormais à Londres, qu'ils menaient une vie aisée dans un quartier huppé. Mais surtout, une vérité avait filtré. Douloureuse à entendre, même après tout ce qu'elle avait traversé, Aminata ne pouvait pas avoir d'enfant. Cette information avait résonné en elle comme un écho lointain. Elle n'avait ni jubilé, ni pleuré. Elle s'était contentée de regarder par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « La vie trouve toujours une façon de rendre les comptes », avait murmuré sa mère, Dame Fatou, ce soir-là, en déposant une assiette de nourriture à côté de son lit. Mais Aïcha, elle ne cherchait plus à se venger. Sa douleur était ailleurs, plus profonde, invisible. Les années suivantes furent lentes, souvent ternes, mais marquées par une lumière nouvelle entrée dans sa vie sous la forme d'un homme doux, attentif et profondément humain. Dr Kadim, un psychologue spécialisé dans les traumatismes, au regard bienveillant et à la voix apaisante. Il avait été recommandé par une assistante sociale bienveillante qui, touchée par le silence d'Aïcha, avait insisté pour qu'elle voie quelqu'un. « Il ne te fera pas marcher, mais il peut t'apprendre à respirer, à vivre autrement », lui avait-elle dit.
La première rencontre fut tendue. Aïcha ne parlait pas. Elle se contentait de fixer le mur. Mais Dr Kadim n'abandonna pas. « Vous n'êtes pas brisée, Aïcha. Vous êtes blessée, mais on soigne les blessures. On les pense, on les écoute. Et parfois elles disparaissent. » Il revint semaine après semaine, parfois juste pour parler de la pluie, du vent, d'un poème, parfois pour écouter son silence. Puis un jour, Aïcha lui posa une question. « Pourquoi vous revenez ? Je ne parle pas. » Il sourit. « Parce que vous êtes là, et c'est suffisant pour moi. » Peu à peu, entre eux naquit quelque chose de plus grand. Une confiance, une amitié. Puis, au fil des saisons, un amour doux, pur, tissé d'admiration, de soins, de patience. Aïcha a recommencé à sourire, à se regarder dans un miroir, à rire. Et un matin, quelque chose d'inattendu arriva. Elle était dans sa chambre, tentant de se redresser comme chaque jour pour ses exercices de rééducation. Elle sentit une chaleur inhabituelle dans ses jambes, une légère tension, comme une vibration. « Maman, je sens mes orteils bouger !» cria-t-elle à Dame Fatou, sa mère, qui accourut, le cœur battant. Les jours suivants, les examens confirmèrent ce que les médecins n'osaient croire. La moelle épinière s'était partiellement régénérée. Un miracle rare. Les muscles endormis depuis tant d'années répondaient à nouveau. Timidement. Avec des mois de kinésithérapie, de douleurs, de chutes, de cris, mais aussi d'espoir, Aïcha réussit un jour à se lever, les mains tremblantes, les jambes vacillantes, mais debout. Elle fondit en larmes. « Je marche, je remarche !»« Ibrahim !» dit-elle au téléphone, la voix chargée d'émotion. « Et tu iras plus loin que tu ne l'imagines, mon amour !» répondit Dr Kadim, le souffle court. Sa vie, enfin, commença à fleurir. Elle créa une petite boutique en ligne d'objets artisanaux faits par des femmes handicapées. Elle donnait même des conférences sur la résilience. Son visage apparaissait dans les journaux locaux. Elle était devenue, sans le vouloir, un symbole de renaissance. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, les choses se dégradaient pour Aminata et Mamadou. Leur entreprise, autrefois prospère, connut une chute brutale. Mauvaises décisions, concurrence, scandales financiers, tout s'effondra. Le couple, autrefois si uni en apparence, commença à se déchirer. « Si tu avais pu me donner un enfant, peut-être que j'aurais tenu bon !» cria un soir Mamadou brisé. « Tu oses me blâmer pour ça, après tout ce qu'on a construit ?» répondit Aminata furieuse. Les disputes devenaient quotidiennes. L'amour s'était transformé en rancune. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, perdus dans une ville qui ne voulait plus d'eux. Finalement, à court d'options, ils décidèrent de rentrer au pays, discrets, effacés, comme deux fugitifs fuyant leur propre vie. Mais personne ne les attendait. Ils n'étaient plus les étoiles brillantes qu'ils avaient cru être. Le monde les avait oubliés. Pendant ce temps, au centre communautaire d'Aïcha, on célébrait un anniversaire, celui de la guérison, de l'amour retrouvé, de la force d'une femme que la vie avait tenté de briser, mais qui avait appris à marcher de nouveau. Debout, de retour au pays, brisée, sans enfant ni fortune, Aminata s'attendait à retrouver un peu de calme, au moins dans l'anonymat. Mais à peine avait-elle posé ses valises qu'un événement lui coupa le souffle. Un reportage à la télévision nationale, en prime time. C'était une émission sur les femmes résilientes, celles qui avaient su transformer la douleur en lumière. Sur l'écran, radieuse dans une robe couleur émeraude, un micro à la main, se tenait Aïcha. Son sourire serein et doux contrastait fortement avec les souvenirs douloureux qu'Aminata gardait d'elle. Une silhouette fragile, le visage abattu roulant dans les escaliers du grand immeuble où s'était tenu son mariage volé. Elle a survécu à la trahison, à la paralysie, à l'oubli. Aujourd'hui, elle est la fondatrice de l'initiative Femmes Debout et elle emploie plus de 40 jeunes femmes en situation de handicap. Elle est aussi ambassadrice de l'ONU pour la résilience féminine. Aminata sentit un feu glacial se répandre dans son ventre. Non, c'est pas possible. Ce destin, c'était le mien. Elle éteignit la télé violemment, les mains tremblantes. Les souvenirs de son passage chez le marabout, 10 ans plus tôt, lui revinrent comme un ouragan. Elle décida de retourner chez lui, le vieux Gora, cette fois sans élégance ni discrétion. Les habits froissés, les traits tirés, la démarche nerveuse. Elle poussa la porte du vieux sanctuaire qui empestait l'encens brûlé et la terre humide. Le marabout, le vieux Gora, la regarda sans surprise. « Tu es revenu, dit-il simplement. « Oui, je veux comprendre, dit Aminata. J'avais tout, et maintenant je n'ai plus rien. J'ai suivi tes instructions, j'ai volé son destin, et pourtant,
Regarde-moi, regarde-la. Elle brille, elle marche, elle sourit. Pourquoi moi je tombe ?» Le vieux Gora s'installa lentement, caressant sa barbe grisonnante. Il alluma une chandelle, murmura quelques mots dans une langue oubliée, puis leva enfin les yeux. « Le destin que tu as volé à Aïcha n'était pas éternel. Il était marqué pour briller 10 années. Après, l'étoile pâlissait, et c'est ce qui arrive. »« Et mon vrai destin, celui que j'ai abandonné ?» demanda Aminata d'une voix hésitante. Le vieux Gora la fixa longuement. « Ton véritable destin, il fleurit maintenant. Il était destiné à porter ses fruits après 10 ans. Tu as échangé une moisson tardive contre un feu de paille. » Le silence s'abattit dans la pièce. Aminata se leva brusquement. « Alors, je veux le reprendre. Je veux récupérer mon destin. » Le marabout, le vieux Gora, secoua la tête. « Ce que tu as fait est sans retour. Le sort que nous avons scellé est irréversible. Tu as brisé ton propre fil pour en tresser un autre. Et aujourd'hui, il s'effiloche. » Mais Aminata refusa d'accepter. Elle le traita de menteur, de sorcier incompétent, de manipulateur. Elle sortit furieuse, déterminée à trouver une autre solution. C'est ainsi qu'elle se rendit dans un autre village, chez Marabout Ndiaye, un homme jeune et imposteur, aux yeux vifs et aux mains avides. Un marabout plus jeune, inconnu mais réputé sur les réseaux sociaux comme grand maître spirituel. Ce Marabout Ndiaye, le voyant, en réalité un imposteur avide de gain, ne comprenait rien au sort complexe. Mais il ne voulait pas avouer son ignorance pour ne pas perdre la face. Il effectua un rituel hasardeux, utilisant les signes d'un ancien grimoire qu'il ne maîtrisait pas. Et dans sa précipitation, il connecta Aminata au destin d'une autre personne, une âme tourmentée et maudite, errant entre malheur et malédiction. « Voilà, c'est fait », déclara Marabout Ndiaye. « Ton nouveau destin à toi. Prépare-toi à briller de nouveau. » Mais rien ne se passa comme prévu. Quelques jours plus tard, Aminata se réveilla avec un étrange bouton sur la nuque, puis un autre sous le bras. En 3 jours, son corps tout entier fut couvert de boutons purulents, de plaies ouvertes, de furoncles rouges et douloureux. Elle hurlait la nuit, incapable de s'asseoir ou de se coucher. Son corps semblait brûler de l'intérieur et une odeur fétide se dégageait d'elle, insupportable, repoussante. « Ah, ça me brûle! Aidez-moi, faites quelque chose !» Mais personne ne pouvait l'approcher. Sa propre famille lui laissait des plats sur un plateau à l'entrée de sa chambre en retenant leur souffle. Mamadou l'évitait. « Elle pue la mort », murmurait-on dans la maison. Aminata supplie le ciel, les ancêtres, les dieux qu'elle avait négligés. Elle tenta d'appeler Marabout Ndiaye, mais son numéro était injoignable. Il avait disparu avec son argent. Le miroir ne lui renvoyait plus qu'une image défigurée, méconnaissable, rongée par le mal et la douleur. Elle comprit trop tard qu'on ne joue pas avec les fils du destin comme on change de robe. Et pendant qu'elle gémissait seule dans l'ombre, Aïcha donnait une conférence à l'ONU, partageant son parcours, ses luttes et son amour pour la vie, entourée de femmes qui l'applaudissaient debout. Le destin avait rendu son verdict. Une nuit étouffante, alors que son corps était rongé par la douleur, Aminata sombra dans un sommeil profond, plus proche du coma que du repos. Les médicaments ne faisaient plus effet, les guérisseurs avaient renoncé. Les prêtres refusaient même d'entrer dans sa chambre. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. C'est dans cette nuit sombre que le rêve survint, clair comme une vision. Elle se retrouva dans un vaste champ de cendres, pieds nus, vêtue d'un tissu blanc taché de sang séché. Le silence était lourd, presque sacré. Soudain, une silhouette apparut au loin, avançant lentement, s'appuyant sur un bâton sculpté. C'était une personne âgée, au regard sage et sévère. « Aminata », dit la voix, résonnant comme un tonnerre doux. « Qui êtes-vous » murmura Aminata, les larmes aux yeux. « Une voix du destin que tu as ignorée. Tu as volé ce qui ne t'appartenait pas. Tu as blessé ceux qui t'aimaient. Tu t'es éloigné de ton propre chemin. Je regrette. Je souffre. Mon corps me trahit. Ce n'est pas ton corps qui est malade, c'est ton âme. Et elle ne guérira que si tu demandes pardon. Retourne vers ceux que tu as offensés. Mets un genou à terre. Demande pardon à voix haute. Sinon tu ne connaîtras jamais la paix. » Et d'un souffle, la vision s'effaça, laissant Aminata haletante, en sueur dans l'obscurité de sa chambre. Au matin, Aminata appela la vieille servante de la maison avec la dernière force qui lui restait. « Je veux voir Aïcha et Mamadou. Dis-leur que je veux leur parler. Pour la dernière fois peut-être. » Le message fut transmis. D'abord, Aïcha refusa. Elle ne voulait pas rouvrir une plaie qu'elle avait mis tant d'années à panser. Mais Dr Kadim, son psychologue et ami fidèle, l'encouragea. Parfois,
Le pardon libère plus celui qui le donne que celui qui le reçoit. Ce n'est pas pour elle, c'est pour toi, Aïcha. Elle accepta à contre-cœur. Ses parents, Dame Fatou et Papa Lamine, l'accompagnèrent, vigilants, silencieux. Quand ils arrivèrent à la maison, Mamadou était déjà là, vieilli, abîmé, l'air rongé par le remords. L'atmosphère dans la maison était lourde. On aurait dit que les murs retenaient leur souffle. Lorsque Aminata sortit enfin de sa chambre, la puanteur l'accompagna, envahissant la pièce comme une vague invisible mais brutale. Son visage était méconnaissable, couvert de plaies. Son corps, enflé, tremblant, n'était plus qu'un sac de souffrance. Aïcha détourna instinctivement le regard, luttant contre la nausée. Ses parents, Dame Fatou et Papa Lamine, reculèrent d'un pas. Même Docteur Kadim mit un mouchoir contre son nez. Mais Aminata avança à genoux, lentement, traînant son corps affaibli, chaque mouvement provoquant un gémissement sourd. Arrivée devant Aïcha, elle leva ses yeux gonflés et dit d'une voix tremblante, presque inaudible, « Excuse-moi, Aïcha. Pardonne-moi. J'ai échangé notre destin. J'ai menti. J'ai trahi. J'ai volé ta lumière pour briller à ta place. J'ai volé Mamadou. Mais aujourd'hui, cette lumière m'a brûlé. Je veux mourir en paix. » Un silence déchirant tomba sur la pièce. Mamadou baissa la tête, honteux, incapable de croiser le regard d'Aïcha. La mère d'Aïcha, Dame Fatou, pleurait doucement, serrant les mains de sa fille. Le père, Papa Lamine, restait stoïque, mais le poing serré. Aïcha, quant à elle, resta immobile. Elle fixait Aminata, elle la regardait sans haine, sans joie, sans pitié. Il y avait dans ses yeux une immense fatigue, mais aussi une étrange tendresse née de tant d'années de douleur, transformée en résilience. « Je ne te pardonne pas pour toi. Je te pardonne parce que je refuse de rester prisonnière de ta trahison. » Elle fit une pause. « Je te pardonne, Aminata. Que ton âme trouve la paix. » Et sur ces mots, elle tourna les talons, soutenue par Docteur Kadim. Aminata, effondrée, pleura en silence pour la première fois depuis des années. Ce n'étaient pas des larmes de colère ni d'amertume, c'étaient des larmes de libération. Après la confession déchirante d'Aminata, alors que le silence planait encore dans la pièce, Mamadou, jusque-là resté figé dans un coin, fit un pas en avant. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient rougis, non par la maladie mais par le remords. Il se tenait là, l'air désemparé, comme un homme qui s'éveillait trop tard dans une maison déjà consumée par les flammes. « Aïcha !» murmura-t-il d'une voix enrouée. « Je t'en supplie, écoute-moi !» Aïcha s'était déjà levée, prête à sortir, mais s'arrêta sans se retourner. « Je ne savais pas, je te le jure, je ne savais pas tout ce que Aminata avait fait. Je me suis laissé aveugler, manipuler. J'ai été lâche et je l'ai payé. Mon mariage est mort bien avant elle, mes affaires ont sombré, ma paix s'est envolée. J'ai tout perdu, Aïcha, sauf mes souvenirs de toi. » Il fit quelques pas vers elle. « Je veux me racheter, te reprendre comme femme, recommencer là où tout a basculé. » Aïcha tourna doucement la tête, croisa son regard. Dans ses yeux à lui, il n'y avait plus de fierté, seulement un homme brisé, à genoux, devant ce qu'il avait piétiné. Mais ces mots tombèrent comme un écho lointain dans le cœur d'une femme qui avait déjà guéri. « Mamadou, il y a une chose que tu n'as pas comprise. Le destin que Aminata a voulu, ce n'était pas seulement une malchance pour moi. C'était aussi une occasion, celle de me découvrir, de me reconstruire, de m'élever. Sans toi, je n'ai pas appris à marcher pour revenir vers un passé douloureux, j'ai appris à marcher pour aller de l'avant. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je te pardonne aussi, mais je ne t'appartiens plus. » Et sans un mot de plus, elle sortit, escortée par ses parents et le docteur Kadim. La porte se referma derrière elle comme un chapitre que l'on clôt à jamais. Le lendemain, un voile de tristesse s'abattit sur la ville. La nouvelle se répandit vite. Aminata était morte dans son sommeil, après une nuit de délire, de pleurs et de silence. Certains disaient qu'elle avait souri juste avant de s'éteindre. D'autres disaient qu'elle avait murmuré le nom d'Aïcha une dernière fois. L'enterrement eut lieu 2 jours plus tard, dans une atmosphère étrange, mêlée de douleur, de regret et de résignation. Peu de gens vinrent. Beaucoup n'osaient même pas approcher cette histoire entourée de rumeurs et de mystères. À la stupeur générale, Aïcha se présenta à la cérémonie, vêtue de noir, simple, droite, digne. Son arrivée provoqua un murmure dans l'assemblée. Mamadou, debout près du cercueil, fondit en larmes en la voyant.
Mais elle ne le regarda pas. Elle s'approcha du cercueil lentement et y déposa une rose blanche, symbole de paix et de rédemption. Elle se recueillit un instant, puis murmura « Repose en paix, Aminata. Que ton âme trouve enfin le repos que tu n'as jamais connu sur cette terre. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna sans un mot, sans colère, sans fierté. Ce jour-là, ceux qui la virent partirent, certains d'une chose, Aïcha n'était plus la victime d'une trahison. Elle était devenue le symbole d'une renaissance. Sa silhouette s'éloignait, droite et lumineuse, tandis qu'en arrière, le passé s'éteignait à jamais sous la terre.